Oui, l'Europe, c'est notamment la zone euro, c'est un amortisseur aussi des crises, et le fait que nous soyons 17 pays avec la même monnaie dans la zone euro, c'est une force évidemment qui nous permet de résister, qui est une zone de stabilité monétaire. Si la France était seule, notre monnaie aurait sans doute déjà été attaquée et on aurait déjà dévalué, probablement. Et alors que dans la zone euro, évidemment, nous nous soutenons les uns les autres. Cela dit, beaucoup de gens veulent entrer maintenant dans la zone euro parce que c'est quelque chose de solide. Alors, il faut être accueillant, mais en même temps, il ne faut pas la mettre en péril. En faisant entrer, nous avons déjà des pays qui ont quelques difficultés monétaires importantes. Je ne parle pas de la France, parce que nous, on est endettés, mais on n'est pas les plus endettés. L'Italie sont endettés à 110%, nous on est à 65%. Bon, c'est trop, d'accord. Mais l'Italie sont à 110%, et la Grèce, on ne sait même pas où ils sont. Vous voulez. Mais, donc, ils sont dans la zone euro. Donc, pour le moment, il faut gérer avec prudence, j'ai envie de dire. Mais la vocation de l'Europe, c'est évidemment, non pas d'être le cheval de Troie de la mondialisation, comme parfois on a voulu le faire, mais d'être au contraire la protection de nos pays contre les excès, les débordements ou la sauvagerie même de la mondialisation. C'est un espace de régulation dans le cadre de nos cultures, de notre tradition démocratique. C'est la zone qui quand même a inventé la démocratie. Et donc une manière de vivre ensemble qui représente un véritable acquis de civilisation. Ça, il faut le protéger. Et on est obligé d'être ensemble pour le protéger parce que c'est notre acquis commun d'abord. On n'a pas inventé la démocratie tout seul. C'est notre acquis commun. Ce sont des valeurs que nous partageons aussi. Et nous ne voulons pas qu'elles soient dévastées par justement un monde de plus en plus sauvage. Et donc l'Europe doit nous protéger de ça. Ensuite, votre deuxième question sur qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je pense que vos voisins de derrière, ils sont tout à fait heureux de la situation de la taxe professionnelle parce que c'est des charges pour les entreprises. Et je les comprends parce que la France est le seul pays dans lequel les entreprises sont frappées de ce type de taxe. Une taxe qui pénalise l'investissement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un avantage économique. Alors cela dit, ayant dit ça, c'est la politique du président de la République, la taxe professionnelle on va la supprimer, mais par quoi on la remplace? C'est la question. Alors ce que je dis à nos amis du deuxième rang aussi, qu'on supprime la taxe professionnelle, mais c'est pas pour autant qu'on va supprimer tout lien économique entre les entreprises et les collectivités locales. Parce que ça, je vous mets en garde. Si cette chose arrivait, si on disait les communes en particulier, mais les départements ou les régions ne reçoivent plus aucune ressource en provenance des entreprises, ils n'en voudront plus. Plus personne ne voudra avoir d'usine chez lui. Pas de raison, on préfère avoir des habitations avec des gens qui payent des impôts, plutôt que d'avoir des entreprises qui ne payent rien. Ça, c'est simple. Donc c'est pas du tout souhaitable parce qu'il faut que l'activité économique soit harmonieusement répartie sur le territoire et qu'il y en ait partout, et que aujourd'hui les maires se battent pour avoir de l'activité sur leur territoire, parce qu'il y a une ressource économique à la clé. Si demain il n'y a plus du tout de ressources à la clé, ils se battront pour ne pas les avoir. Donc ça sera exactement l'inverse. Donc il faut maintenir cette... Alors, quelle piste peut-on imaginer? Il y en a en réalité plusieurs, là. Bien sûr, il faut qu'on discute de ça, tous ensemble, avec les élus. La première chose qui est impossible, parce que la Constitution ne le permet pas, c'est que ce soit l'État qui le remplace par une contribution. Ce n'est plus possible. La réforme constitutionnelle de 2004, qui crée le principe constitutionnel d'autonomie fiscale, oblige à ce qu'une part des ressources soit des ressources propres en provenance donc de la fiscalité de la collectivité. Donc il faut bien trouver d'autres ressources. Qu'est-ce que ça peut être ces autres ressources? Il y a plusieurs choses. Bien, je ne tranche pas, mais je donne simplement des pistes intellectuelles et non pas
choix politiques. La première, il y a la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La région en perçoit déjà un bout, plafonné à 1,7, à 1,7. On peut imaginer que on déplafonne ce 1,7 et que la part des collectivités, pas seulement de la région du coup, mais des autres collectivités, puisse leur permettre de bénéficier de cet impôt sur les produits pétroliers. Le seul inconvénient de ça, c'est que ce n'est pas une taxe très dynamique, c'est-à-dire que c'est une taxe, vous voyez, le prix du pétrole baisse, par exemple, aujourd'hui, tant mieux, mais du coup les ressources, alors que c'est bien que le prix du pétrole baisse, les ressources de la collectivité baisseraient. C'est pas une affaire terrible. Enfin, c'est une piste, donc il faut parler. Une deuxième piste, c'est aussi la taxe foncière qu'on paye sur les bâtiments. Alors, on peut très bien imaginer qu'on scinde d'une part les bâtiments d'habitation et d'autre part les bâtiments à caractère économique et avoir une taxe foncière sur les bâtiments économiques, une taxe foncière économique qui rattrape aussi une partie de la recette et donc qui la localise. C'est aussi une méthode. Troisième truc, on peut en discuter, hein, tout ça, il y a des objections à faire, il y a des avantages et des inconvénients pour tout, il n'y a rien de parfait. Troisièmement, mais la taxe professionnelle, c'est pas parfait non plus. Troisièmement, il y a la fameuse taxe carbone, dont on a déjà parlé. C'est un peu compliqué, c'est déjà une usine à gaz, c'est pas une usine à carbone, mais c'est une usine à gaz. C'est un peu compliqué et en même temps ça touche aussi la consommation, ça touche les foyers. Mais ça fait pas le compte et là aussi c'est pas une taxe dynamique parce que le but c'est d'émettre moins de carbone, donc moins on émet, moins on touche. Donc là aussi c'est une recette fiscale qui est appelée à se réduire. Donc c'est pas stimulant. Et puis il y a aussi la valeur ajoutée, c'est-à-dire un prélèvement sur la valeur ajoutée dans l'économie qui se développe sur un territoire et qui peut être calculée de différentes manières. C'est pas une taxe locale. Et on peut imaginer, par exemple, c'est vraiment de la gamberge, hein, ce que je dis, c'est pas du tout un projet du gouvernement, mais on peut imaginer, par exemple, que Total, par exemple, a une taxe globale sur son activité économique destinée aux collectivités locales et qu'elle est, je dis Total, mais je ne leur en veux pas, et qui est répartie sur le territoire national, par exemple, au prorata de l'activité. Dans votre commune, vous avez un établissement de Total de 125 personnes, et bien au prorata, vous touchez 7 parts. Les 150, ça fait un peu plus, etc. Bon, c'est une méthode. Enfin, vous voyez, il y a des pistes. Et puis, je n'ai pas tout trouvé tout seul non plus, il y en a encore d'autres.